David Elfassi, Altitude Infrastructure. C'est combien de RIP déjà aujourd'hui à date, Altitude? C'est pas le sujet du moment, mais on va dire aujourd'hui on gère 20 réseaux d'initiatives publiques sur le plan national. Par le passé, plutôt orienté sur les technologies radio qu'on continue aujourd'hui à exploiter, à développer, et puis de plus en plus de RIP FTTH. Et sur la question d'aujourd'hui, modèle économique, actif, passif, votre regard là-dessus, il s'inscrit aussi dans un calendrier, il y a un tempo? Alors, on va dire que sur le développement de l'actif ou du passif, il y a un vrai débat. Un débat avec toutes les collectivités avec qui on discute au quotidien, un débat au sein de la FIRIP. On a déjà eu de longues discussions sur ce sujet-là. Alors, je tiens à rappeler, comme ça a été dit, on parle vraiment de l'activer pour le grand public, parce que pour les entreprises, on fait de l'activer, ça marche très bien avec tous les grands opérateurs, il n'y a aucun problème là-dessus. Donc j'ai envie de dire, je vais essayer de vous donner une petite démonstration en disant l'activer, si ça ne fait pas de bien, ça ne fera pas de mal. En gros. On travaille quand même sur un marché mature aujourd'hui, il y a 25 millions d'abonnés à Internet, il y a 11 millions de prises très haut débit, que ce soit du coaxial, du VDSL, et 3 millions de prises FTTH, donc 500 000 également qui sont aujourd'hui exploitées sur les RIP. Les parts de marché entre les opérateurs sont relativement posées. On a 40%, enfin un peu plus de 40% pour Orange, et un peu plus de 20% pour SFR et pour Free. On a Bouygues à 8%, Numérical derrière, et puis beaucoup de petits opérateurs alternatifs. Le principal problème aujourd'hui pour que les grands opérateurs arrivent sur les réseaux d'initiative publique, c'est qu'il y a une vraie stratégie de conquête sur le THD. Et aujourd'hui, ils n'y ont pas forcément un gros intérêt, parce qu'ils ne vont pas gagner plus de chiffre d'affaires ou plus de clients. C'est simplement se dire, je vais basculer un client du réseau cuivre vers un réseau optique. Donc si on ne trouve pas justement des relais de croissance ou des relais de chiffre d'affaires avec des services complémentaires à ajouter ou pour faire gonfler l'ARPU, il n'y a pas un intérêt immédiat. Il y a un autre point aussi auquel on ne pense pas toujours, c'est que quand on regarde comment le cuivre s'est dégroupé, si on prend l'exemple d'un NRA cuivre qui a 5000 lignes, on va estimer que c'est un bon NRA à dégrouper pour les opérateurs. Mais comme aujourd'hui le FTTH n'a que, on va dire, entre 18 et 20% de pénétration sur le territoire national, ben un NRO de 5000 lignes, du point de vue d'un opérateur, devient un NRO de 1000 lignes. Donc le modèle économique aux 1000 lignes est vraiment le modèle bas pour le dégroupage du cuivre. Est beaucoup plus compliqué. Donc j'ai la conviction quand même qu'au-delà de toutes les bonnes intentions, ce ne sera pas évident pour des raisons simplement économiques d'aller très vite sur le réseau, et que eh bien d'ici là, si les collectivités peuvent poser sur le réseau d'initiative publique un réseau activé, je pense que ça ne devrait pas faire trop de mal, d'autant que c'est un écart de tarif par rapport au prix à la prise de l'ordre de 3% environ, par rapport au prix global de la prise. Aujourd'hui, il est vrai que par le passé, le bitstream ADSL était relativement compliqué à poser, à exploiter, les contraintes de distance, d'affaiblissement, etc. Aujourd'hui, sur la fibre optique, on n'a pas tout ça, donc un accès bitstream sur fibre optique est quand même plus simple à exploiter et à activer que ce n'était le cas sur le cuivre. Et puis, c'est ce qu'il y a de plus concurrentiel, on va dire, dans le sens où on peut ouvrir ce réseau, évidemment qui restera toujours disponible en passif pour tous les grands opérateurs qui le souhaiteraient, mais également en activer, et également vers les petits acteurs, que je tiens d'ailleurs moi à féliciter pour le travail qu'ils font au quotidien. Nous, on a des plaques où les petits acteurs dépassent les 10% de part de marché. Moi, je trouve que c'est pas si mal quand on regarde la taille d'autres opérateurs. On a bien conscience, évidemment, que tout ce service sur fibre optique activée devra être proposé de façon totalement industrielle pour les grands opérateurs, à commencer par le SI, le respect du parcours client. C'est pour ça qu'on travaille avec tous les opérateurs d'arrache-pied dans le groupe Interop Fibre pour avoir tous les bons process pour pouvoir délivrer de la fibre optique aux abonnés. Voilà, donc en conclusion, j'ai envie de dire que s'il y a une vraie stratégie de conquête vers les abonnés, je pense que ça devrait pouvoir le faire, et que pour des raisons totalement, tout simplement économiques, il vaut mieux avoir un service activé en attendant que les grands opérateurs veuillent venir. Maintenant, il est évident que si SFR, dans le cadre d'un RIP, arrive et dit moi je vais prendre directement du co-investissement et je vais activer le service, je suis assez d'accord avec Cyril, ça règle le sujet. Donc, nous, dans ces cas-là, on se dit qu'il y a peut-être intérêt, évidemment, quand on n'est pas l'un contre l'autre sur un dossier, à avoir vos engagements avant la signature, ce qui permettrait de régler la façon dont on monte le dossier. Voilà. Donc c'était ma contribution, et c'est un peu le modèle qu'on défend à peu près sur le million de prises
sur lesquels on se bat à l'heure actuelle. Merci. Merci beaucoup, merci David.